Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Tous les spécialistes donnent gagnant Sonny par KO au premier round tant il est fort. En effet, il est l'un des punchers les plus puissants au monde. Face à lui, Cassius, bien qu'il ait gagné les JO, semble jeune et peu expérimenté. Pourtant, contre toute attente, le jeu de jambes du petit jeune et sa rapidité lui permettent de dominer son adversaire. Laisse-moi te raconter Mohamed Ali, partie 1, un nom et un nom, la naissance d'une légende. Et dire que tout a commencé par un vol de vélo. Mais avant de vous raconter cette anecdote, je vais commencer par présenter le personnage. Arrogant? Insolent? Méprisant? Prétentieux? Oui, c'est sûr, mais il est également charismatique, bon, juste, honnête, loyal et droit. Voilà tant d'adjectifs qui caractérisent notre sportif du jour. Mais vous allez voir qu'en quelques années, il va devenir bien plus qu'un simple boxeur. Il va devenir une légende qui sera adulée autant sur les rings qu'en dehors. Son arrière-grand-père était irlandais. Il a émigré aux USA et s'est marié avec une esclave. D'esclave, il sera question. C'est d'ailleurs pour cela que dans le récit, vous ne serez pas surpris si vous entendez deux noms. Je parlerai de Mohamed Ali et de Cassius Clay. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien de la même personne. Cassius Jr. est né début 1942 dans le Kentucky aux États-Unis. Sa mère, Odessa, est femme de ménage et cuisinière dans les familles blanches aisées. Son père, Cassius Marcellus Sr., est peintre d'enseigne. La famille est de classe moyenne. Les parents donnent une bonne éducation à leurs deux enfants. D'ailleurs, à l'école, Cassius se fait remarquer par sa taille bien plus grande que celle de ses camarades. C'est à 12 ans qu'un événement va changer la vie du jeune Cassius. Alors qu'il se rend à une kermesse avec ses copains, il gare son vélo dans la rue. En voulant le récupérer, il se rend compte qu'on lui a volé. Fou de rage, il s'en va porter plainte. Au commissariat, il explique au policier qu'il va botter le cul au voleur s'il le retrouve. Le policier lui dit alors que s'il souhaite mettre à exécution son plan, il lui faut d'abord apprendre à se battre. Entraîneur de boxe, il lui propose de venir essayer son sport. C'est à partir de ce moment-là que Cassius se prend de passion pour le noble art. Rapidement, il présente de belles aptitudes et se fait un nom. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que, par la suite, le premier combat pro de Cassius se déroulera contre un policier blanc qu'il battra par décision unanime. À 17 ans, Cassius, dans la catégorie des mi-lourds, gagne les Golden Gloves, une compétition interne aux USA qui regroupe les meilleurs boxeurs amateurs. L'année d'après, il se rend à Rome pour les Jeux Olympiques. Rome, ce sont les Jeux où ABB devient le premier athlète d'Afrique noire à être médaillé d'or, plus précisément sur marathon et surtout sous la stupéfaction des spectateurs, car pieds nus. Mais ça, ce sera une autre histoire. Rome, ce sont les premiers Jeux olympiques qui sont retransmis à la télé devant des millions de spectateurs. Après avoir failli ne pas y participer, refusant de prendre l'avion car il en avait trop peur et qu'il ait fallu des heures de persuasion de son entraîneur, il finit par s'y rendre. Quel dut être l'étonnement des passagers quand ils découvrirent un si grand et si fort gaillard portant un parachute sur le dos quand il embarqua dans l'avion. Facilement, le boxeur américain gagne tous ses combats et remporte la médaille d'or. Une médaille qui fera parler d'elle. En effet, dans son autobiographie de 1975, Cassius affirme avoir jeté sa médaille, qu'il portait tout le temps sur lui, au fond d'une rivière après s'être énervé pour avoir été viré d'un restaurant qui ne servait pas les Noirs. Après être passé chez les professionnels, Cassius fait parler de lui round après round. Sa personnalité détonne. Grande gueule, n'hésitant pas à composer des poèmes dans lesquels il précise à quel round il mettra KO son adversaire ou à se vanter « Je suis le plus grand », il ne laisse pas indifférent. Certains l'aiment, d'autres le détestent. Quoi qu'il arrive, il sait attirer les regards sur lui. En 1963, il s'ouvre la voie pour devenir champion du monde après un match très difficile contre Henry, un boxeur anglais doté d'un sacré crochet gauche qui enverra au tapis Cassius pour la première fois de sa carrière. Il remporte cependant le combat et se prépare à affronter Sonny. Février 1964.
combat Cassius-Sonny. Le vainqueur sera sacré champion du monde. Tous les spécialistes donnent gagnant Sonny par KO au premier round tant il est fort. En effet, il est l'un des punchers les plus puissants au monde. Face à lui, Cassius, bien qu'il ait gagné les JO, semble jeune et peu expérimenté. Pourtant, contre toute attente, le jeu de jambes du petit jeune et sa rapidité lui permettent de dominer son adversaire. Cassius dira de lui lors de ce combat une célèbre phrase qui lui collera tout au long de sa vie. « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille ». D'une manière générale, on dit en boxe qu'un poids léger fait de sa vitesse un atout, quand un poids lourd mise tout sur sa puissance. Mais à cette époque, personne n'avait encore jamais vu un boxeur si lourd, si rapide et si agile, doté d'une coordination bras-jambes si exceptionnelle. Sonny n'arrive pas à toucher son adversaire. Il frappe souvent dans le vide et en vient à se blesser à l'épaule. Son staff lui applique une pommade pour atténuer la douleur. Cassius continue son travail de sape, mais à force de frapper sur un adversaire recouvert de pommade, il en a les gants remplis. Se frottant par mégarde les yeux, il se retrouve partiellement aveugle. Sonny reprend alors de la vigueur et Cassius envisage de déclarer forfait du fait de sa cécité et de la douleur provoquée. Mais il surmonte son supplice et continue le combat. Puis, la douleur diminuant petit à petit et retrouvant la vue, il reprend le dessus sur son adversaire. Ce dernier, dominé et de plus en plus blessé à l'épaule, abandonne au 7e round. Cassius devient champion du monde pour la première fois. Ayant rejoint Nation of Islam, le boxeur veut désormais se faire appeler Cassius X, le X signifiant qu'il rejette son nom d'esclave en l'absence de son vrai nom africain. Moi qui ne donne que les prénoms des personnes dont je conte les histoires, me voilà obligé de faire une entorse à ma règle. Le 6 mars, il change complètement son nom pour marquer sa nouvelle identité. Il s'appellera désormais Mohamed Ali. Le nom a changé, la personne non. Rappelons qu'à cette période de l'histoire, l'Amérique était déchirée par les tensions raciales et les ségrégations dont faisaient l'objet les Noirs. Il leur était par exemple interdit de prendre certains bus ou d'emprunter certaines routes. De 1964 à 1967, il domine sans contestation possible. Il enchaîne les victoires, la plupart par KO. Sa stratégie est toujours la même, une garde basse, un jeu de jambes toujours en mouvement et des esquives ultra rapides suivies de coups qui le sont tout autant. Grande gueule dans la vie, il est aussi sur le ring. Ernie en fera les frais en refusant d'appeler son adversaire par son nouveau nom et en continuant à l'appeler Cassius, le rendant fou de rage. Pendant tout le combat, Ali lui crie « What's my name? What's my name ?» Ernie est surpassé. Les coups s'enchaînent sur lui en plus des invectives. Ali veut le punir de l'avoir offensé de la sorte et fait tout ce qu'il faut pour que cette punition soit longue et douloureuse. Finalement, proche du chaos, Ernie finira par répondre « Mohamed Ali ». Ali et Sonny se sont retrouvés à nouveau sur le ring. C'était en mai 1965, pour la revanche. Mais entre l'un qui a fait de la prison à de multiples reprises et qui est en lien avec la mafia, et l'autre, militant nationaliste noir dont le mentor, Malcolm X, qui, 3 mois auparavant, s'est fait assassiner, aucune compagnie d'assurance ne voulut s'engager. C'est pourquoi le combat a eu lieu dans une ville perdue dans le Maine. Le combat fera également polémique puisqu'au milieu du premier round, Sonny, tentant un crochet de trop loin, se voit contré par Ali qui envoie son adversaire au tapis. Le public et la presse crient au match truqué. Ali, lui, crie sur son adversaire « Relève-toi !» Cette photo d'Ali au-dessus de son adversaire terrassé au sol est l'une des plus connues au monde. C'est celle qui illustre cet épisode. En 1966, Ali est appelé au sein de l'armée pour servir son pays dans la guerre contre les Vietnamiens. La guerre que mènent les USA contre le Vietnam ne se passe pas comme le souhaiterait le gouvernement. Les Vietnamiens infligent plus de pertes aux Américains que prévu, principalement des Noirs et des Latinos. Il leur faut de nouveaux soldats sur le terrain pour gagner cette guerre. Ali refuse de s'engager, arguant qu'il n'a rien contre le Vietnam et qu'aucun Vietnamien ne l'a jamais traité de nègre. Il se dit objecteur de conscience. Et puis, comment cela se fait-il que lui, qui a déjà passé des tests de l'armée sans avoir été retenu, doit désormais les repasser maintenant qu'il fait partie de Nation of Islam? Serait-il devenu plus intelligent puisqu'il s'est converti à cette religion? Il faut bien comprendre que jouissant d'un statut particulier, Ali n'aurait pas été au front. Il aurait eu son propre logement, sa propre voiture et aurait certainement fait des combats d'exhibition.
Il dira lors d'une conférence que sur un ring, il se bat de façon loyale. À la guerre, par contre, on ne fait que tuer, tuer et tuer des innocents. Il passe alors en justice et écope de 10 000 $ d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Les différentes fédérations de boxe ne veulent pas lui renouveler sa licence, entraînant ainsi indirectement la perte de son titre de champion du monde. Il fait appel de ce jugement et évite la prison. Sur le plan médiatique, autrefois adulé, ses prises de position quant à la guerre du Vietnam, dans un pays où les soldats sont admirés, lui valent le discrédit de ses compatriotes. Il est considéré comme un traître à la nation. Enfin, après 3 ans d'absence des rings, il remporte finalement son procès contre la Cour suprême des États-Unis. Il est donc de retour. Mais pour redevenir champion du monde, il lui faut battre Joe. Mais ça, c'est une autre histoire.